Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur, scénariste et par ailleurs je suis DJ amateur, voilà, et j'habite Bordeaux. Et DJ amateur a son importance, on va voir pourquoi. Bonjour Hervé Bourrice. Bonjour. Et merci d'être avec nous, on a le plaisir de te recevoir pour 3 actualités, c'est rare, il n'y a que du Hervé Bourrice ou presque en ce moment en librairie, puisque tu as sorti 3 BD ces dernières semaines. La première qui s'appelle American Parano, dont tu signes le scénario. Là aussi, on aura l'occasion d'en rediscuter. Formidable, sous-titré Les années de Jack Lang. Ça, c'est chez Casterman. Et tu co-signes le scénario. Et puis mon Infractus, je dis bien mon Infractus, sous-titré Quand j'étais DJ, justement, chez Glénat, où tu es cette fois au scénario et au dessin. D'abord, question bête, mais comment et pourquoi on sort 3 BD en même temps ? Ça, faut demander aux éditeurs. Donc, c'est 3 éditeurs différents. Ce sont des livres qui ont été conçus à des périodes très différentes, parce que le polar, par exemple, American Parano, je l'ai écrit pendant le confinement de 2020, donc c'est une coïncidence malheureuse de calendrier. Malheureuse. Bah oui, parce que les médias, par exemple, ne vont pas parler de mes 3 bouquins, c'est impossible, quoi. Donc ils vont en parler d'un au maximum, enfin de 2 au maximum, s'ils sont gentils, et d'un en général, donc forcément, c'est un peu cruel. Je me fais de la concurrence à moi-même. Bon, nous on va parler des 3 justement, alors si on rentre dans le détail et si on commence par mon Infractus, je vais commencer aussi par celui-là bêtement parce que tu fais dessin et scénario. Infractus, puisque même ton médecin n'arrive pas à prononcer le bon terme, infarctus évidemment. Le livre commence donc par cet infarctus que tu as eu à l'âge de 48 ans. On est en juin 2022 et là tout le monde te dit... Bon, assez logiquement, en même temps assez bêtement, ça y est, t'as le sujet de ton prochain livre. Oui, sauf que moi je voulais pas, parce que je suis pas du tout client de ce genre de bouquin, témoignages de santé, bobologie. Et puis j'ai relu un article, je crois, je sais plus qui, sur Laurent Garnier. Bon, puis je retombe sur le terme BPM, battement par minute. Et là, je me suis dit, j'ai eu une espèce de flash cosmique. Je me suis dit, ah ouais, mais là, en fait, il faut que je mélange les deux, parce que j'avais une vague idée de raconter mes petits souvenirs rigolos de DJ amateur, et puis enfin bon, ça serait fini peut-être en fanzine ou en rien du tout. D'ailleurs, j'avais pris des notes, mais bon. Et là, ça a cristallisé le truc, quoi. Je me suis dit, mais il faut mélanger les deux, puis voilà, puis après ça va assez vite, parce que quand on vit ce genre de truc, on est assez sensible et tout, donc il fallait que ça sorte, et donc mais il a fallu absolument que ce soit le mix justement avec ces souvenirs de DJ et la musique pour que j'ai envie de me lancer dans ce truc-là, quoi. Et après, ça a été très vite parce que je l'ai dessiné en 2 mois et demi, incroyable. Tu dis je suis pas fan des bouquins, non. Des BD santé, tu te moques un peu gentiment de certains camarades, Théo Grosjean et son marrant parce que son hyper anxiété. Voilà, il y a un strip, parce que maintenant c'est devenu une niche, quoi. C'est devenu un truc commercial. Enfin bon, bref. Et qu'à voir dans les librairies, il y a carrément un rayon pour ça. Avec le développement personnel et tout ça. Et le faux strip de Théo Grosjean, c'est mon fils Elliot qui l'a dessiné. Parce qu'il est hyper bien imité, y compris dans la couleur. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était la meilleure strip du bouquin, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et non, je suis pas fan de ça. Et enfin, ce qui m'embête un peu, c'est que quand on sort un truc comme ça, les gens sont obligés de dire qu'ils aiment, enfin, prendre un peu l'expression moche, mais on est pris en otage, qu'on va pas dire sinon on n'a pas de cœur, si on hein, et j'aime pas ce truc-là, quoi. Donc on peut pas savoir ce que pensent les gens de ce genre de bouquin. Et non, il y en a 2 que j'aime beaucoup, c'est L'Ascension du haut mal et surtout Carnet de santé foireuse de Posla, qui est un chef-d'œuvre, mais parce que c'est la forme en fait qui est géniale. Et souvent dans ces bouquins-là, la forme est plutôt négligée, quoi. Oui, parce que Posla, ça... là, ça c'est une explosion graphique. Ouais, c'est ça dépasse presque le réalisme, quoi. C'est complètement fou. Ouais. C'était une évidence pour toi que sur ce livre-là, t'allais faire scénario et dessin, parce que c'est vrai que tu travailles souvent avec d'autres gens. Non, mais là, quand c'est un truc personnel comme ça, c'est pas possible de déléguer, quoi. Ouais, c'était moi, forcément. Ouais. Et tu dis en 2 mois, c'est 2 mois de tout, en tout. Ça veut dire que je l'ai écrit en 4 jours, et puis que le reste, je l'ai dessiné, quoi. J'ai un peu de métier, déjà. Non, mais voilà, donc je vais pas chercher de midi à 14h. J'ai trouvé le style graphique immédiatement. De toute façon, j'ai tout fait sans réfléchir. Alors, j'ai quand même écrit. Je suis retombé sur le scénario l'autre jour. Parce que je l'ai fait tellement vite que j'ai eu le temps d'oublier.
Et le scénario, c'est exactement le bouquin. Donc pour moi, c'était très clair dans ma tête. Donc après, c'est parti. Pas de crayonné, hop, c'est parti. J'ai trouvé le style graphique. Alors que je galère toujours pour trouver le style graphique, les couleurs, tout ça, là, j'ai trouvé ça immédiatement. Puis c'est parti. Je pense que quand il y a un truc comme ça viscéral, on se pose pas la question. Parce que si en plus, ça doit être une douleur de faire un bouquin sur la douleur, c'est pas possible. Donc en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas aussi parce que t'as vraiment... Alors, il y a de la douleur dans le livre, mais tu replonges dans tes souvenirs avec des DJ, des disquaires, quand tu étais derrière les platines, tu refais des pochettes de disques. Enfin, c'est avant tout... C'est aussi un livre et surtout sur la musique et cette passion pour la musique. Alors, il y a ce prétexte, sans que ce soit péjoratif, qui te lance dans cette introspection, mais c'est surtout ta passion pour la musique, en fait. Oui, tout à fait. Et il y a plein d'autres sujets, en fait, sur la création, sur le fait d'être un auteur, sur la bande dessinée, sur... qu'est-ce que c'est qu'être un auteur aujourd'hui? Pourquoi ça m'est arrivé? Il y a plein de trucs, en fait. Et la musique, mais c'est pareil, la musique, c'est peut-être aussi un prétexte pour parler d'autre chose, quoi, pour parler de la vie. C'est un peu con comme phrase, mais je voulais pas me plaindre. Donc je raconte, effectivement, ça par contre, je tourne pas autour du pot, je raconte quand même ce qui m'est arrivé. Mais en fait, quand je me suis réveillé après mon opération, le premier truc, c'est que j'ai pensé à mes disques. D'abord, j'ai pensé à ma famille, évidemment. Puis j'ai pensé à mes disques et je me suis dit, en fait, ce que je veux là, c'est passer les disques je veux un jour repasser les disques en public. Dans ces cas-là, c'est pas trop ce qu'on va devenir, mais donc c'était mon but. Donc ce machin de lumière là, ce souffle vital là, je voulais que ça ressorte dans le bouquin. Avant tout, c'est un truc de vie et que la conclusion du bouquin, c'est que putain, je suis en vie, quoi. Donc maintenant, je veux m'amuser, je veux faire. Voilà, c'était pas un bouquin pour se plaindre, c'est plutôt pour dire que la vie c'est sympa. je vais faire ma Mireille Dumas et c'est cette question qui est toujours un peu tarte à la crème, mais en l'occurrence, on se doit de la poser. Est-ce que c'est ton récit le plus personnel? Oui, évidemment. Ouais. Parce que les auteurs disent tout le temps qu'ils mettent beaucoup d'eux dans chaque livre. Ah bah non, bah là. Mais là, forcément. Ah bah ouais, mais on voit. Il y a même des photos. C'est marrant ça. Il fallait que je mette des photos. J'ai pas réussi à dessiner mon domicile. C'est pas que j'ai pas réussi techniquement, c'est que. J'ai représenté exactement là où c'est arrivé. Donc j'ai pris la photo, je me suis mis par terre quand ça m'est arrivé, j'ai pris la photo. Alors il y a quand même des trucs, j'ai dessiné mon fils, oui, c'est un truc que j'aurais jamais fait par ailleurs, parce que je suis plutôt pudique pour ces trucs-là. Mais là, évidemment, je me suis... je raconte des trucs très personnels quand même là-dedans. Ta gamme de couleurs, comment tu l'as choisi? Parce que ça oscille entre du rose, du bleu. Tu joues sur quelques couleurs. Comment j'imagine que tu as fait la couleur aussi du livre, puisque tu as tout fait. Oui. Comment tu... Je n'ai pas réfléchi. Il fallait du rouge, parce qu'il faut dessiner du cœur. Donc du cœur et du sang, et donc du rouge. Et puis il faut une couleur froide pour compenser. Donc j'ai pris du bleu. Après, j'ai appris, il n'y a pas si longtemps, qu'en fait, dans les dessins techniques de cardiologie, les deux couleurs utilisées sont le bleu et le rouge. Pour les entrées, les sorties du sang. Et en fait, on me l'avait déjà dit, mais j'avais oublié. Et voilà. Donc, Mais je parlais tout à l'heure, j'ai utilisé le terme cosmique, mais il y a des trucs cosmiques en fait avec ce bouquin. Ce genre de coïncidence-là, c'est quand même étonnant, mais il y en a plein d'autres que j'ai oubliés d'ailleurs. Mais il y a eu plein de choses. Effectivement, si ça s'est fait aussi vite, c'est qu'il y a eu une espèce de concordance pour que ça se fasse, quoi. Pour que ça se fasse comme ça. Et c'est donc Mon Infractus qui est sorti chez Glénat. Deuxième livre, on est obligé d'aller un peu vite avec toute cette actualité, mais il s'appelle, j'allais dire, Formidable. Le livre est formidable, mais le titre aussi du livre, sous-titré donc c'est sur ces années de Jack Lang, c'est un vrai biopic. Alors avec la personne concernée, en l'occurrence Jack Lang, qui participe, puisque vous l'avez rencontré à plusieurs reprises déjà. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet? Est-ce que c'est un projet de commande assez classique et tu te dis, ah tiens, ça peut être sympa? Est-ce que c'est quelque chose que t'as porté au départ? Comment s'est monté le projet Jack Lang, on va l'appeler comme ça? En fait, il y a un monsieur qui m'a appelé un jour, qui me dit Jack Lang aimerait que vous fassiez un livre sur la fête de la musique. Moi, j'étais en train de dessiner, j'avais de l'encre partout, puis j'ai éclaté de rire. Il me dit si, c'est vrai. Ah bon, d'accord. Bon, bref, ça s'est pas fait parce que j'avais pas vraiment envie. Il y avait pas assez de temps pour le faire, c'était pas possible. Bon, et puis. Bon, je la fais courte, mais en gros, on s'est retrouvés avec mon éditeur Benoît Mouchard de Casterman à déjeuner avec Jack Lang à sa demande. Quand même, il insistait. Donc, on y est allé. Et puis, en sortant, on s'est dit, ah, quand même, ça n'a jamais été raconté ça en bande dessinée, sa vie, c'est incroyable, Mitterrand, tout ça. Donc, Benoît Mouchard m'a dit, réfléchis. Mais j'avais pas d'axe, je savais pas quoi. Puis, j'aime pas trop ces trucs-là, parce que c'est pas de la commande, mais...
Bon, en gros, ouais, ça lui faisait vachement plaisir à Jack Lang, tout ça. Et moi, ça m'embêtait un petit peu. Je suis pas du tout dans le trip Mathieu Sapin. Alors finalement, on a fait un bouquin un peu à la Mathieu Sapin, mais on en a parlé. On a déjà fait des débats, avec toi d'ailleurs, où je disais que je voulais pas rencontrer les hommes politiques actifs. C'est autre chose. Pour moi, je parle plus d'histoire en fait là, et du pouvoir. Mais bon, je veux pas rencontrer les mecs qui sont au pouvoir. Voilà. Bref, et puis donc j'ai eu mon accident de santé. Tu vois, tout se rejoint. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour reprendre, de faire un truc différent de ce que je fais d'habitude, et par contre avec des amis pour m'aider. Donc j'ai demandé je voulais pas faire les entretiens tout ça, j'avais pas le courage, j'avais pas la force. Donc j'ai demandé à mon ami Franck Bourgeron de m'aider là-dessus, et j'ai demandé à Dorothée si elle voulait le dessiner. Et tout le monde a dit oui, donc c'est parti. Après on a fait les entretiens à l'Institut du Monde Arabe, et c'était génial. Tout le monde avait son rôle, Franck il faisait plutôt le bad cop, moi je faisais le nigo, pour essayer de trouver... Bon. Et vous mettez ça en scène dans le livre? Vous mettez en scène dans le livre, voilà, ça, les réflexions. C'est très important parce que à chaque fois qu'on parlait de notre projet, notamment parce que Franck il bosse, c'est le patron de la revue dessinée, donc il bosse avec des gens de Mediapart, tout ça. Donc à chaque fois qu'il parlait du projet, les gens disaient oula, Jack Lang, t'es sûr Et à chaque fois, tout le monde disait ah ouais, les rumeurs, machin, tout ça. Donc on s'est dit attends, déjà on va lui poser la question, mais c'est le dernier jour. Par contre, on va se mettre en scène en train d'avoir nos doutes, en train de nous poser des questions, tout ça. C'est pas possible parce que voilà. Donc voilà comment ça s'est fait, voilà. Et je pense que c'est assez intéressant parce que finalement c'est un bouquin sur Jack Lang qui raconte sa vie, son histoire, et c'est aussi un bouquin sur la création et comment des auteurs un peu nigauds, un peu naïfs essayent d'être des journalistes d'investigation de Mediapart et au final n'y arrivent pas. Et c'est aussi un bouquin sur une période historique. Oui. L'arrivée de la gauche, après les années Giscard, etc. On sent aussi quand même ce vent de liberté de l'époque, d'envie de faire des choses. Après, moi je suis admiratif de son œuvre. Le monsieur peut être agaçant, et bon, c'est autre chose, ça, c'est pas grave. Mais de toute façon, il y a quelque chose d'historique d'important qu'il fallait raconter, quoi. Et puis le truc aussi, c'est que il a insisté aussi pour qu'on interroge sa femme sans qu'il soit là. Et ça, c'était vachement bien. Donc on a pu avoir des choses aussi grâce à Monique Lang, par ailleurs. Monsieur qui a créé la cité de la bande dessinée, il faut quand même entre autres, le préciser. C'est vrai. Entre autres, et d'ailleurs c'est une très bonne idée d'avoir mis Dorothée de Montfred au dessin, parce que c'est une autrice plutôt jeunesse, même si elle avait fait les carnets de campagne. Et c'est vrai que son dessin dans cette époque, et avec ce personnage... J'allais dire dessin semi-réaliste, ça veut tout et rien dire, mais je trouve donne aussi c'est un style, du poids, quoi. Ouais, du poids, et puis ça donne une distance aussi par rapport au sujet qui est intéressant. La personne reste assez énervante, on le sent quand vous êtes face à lui, et qui vous raconte les choses quand même en enjolivant la réalité. On sent qu'il y a quand même vraiment une forme d'agacement à plein de moments, quoi. Oui, parce que il a son discours tout fait autour de sa légende, quoi. Donc effectivement, et après il va effectivement, mais ils sont tous comme ça, et puis c'est pas grave, et puis on le savait. Et puis après, notre travail, c'est de travailler pour vérifier tout ça, tout ce qu'il a dit. Et donc on a fait ce truc qui est un peu perfide, c'est que quand il dit un truc faux, on se met une petite tête d'un de nous trois, en disant en fait, en vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc on l'a fait plusieurs fois. C'est un procédé assez perfide quand même. Je sais pas comment il l'a pris, pas bien, je pense. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il a lu la BD? Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, il s'est pas aimé dedans. Il s'est trouvé moche, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et puis après, comme il a vu qu'on parlait quand même pas mal du livre, il a dit que c'était bien. En fait, le livre est en vente à l'Institut du Monde Arabe, c'est donc qu'il déteste pas complètement. Mais on n'a pas eu plus de contact direct que ça avec lui. Parce qu'il dirige l'Institut du Monde Arabe. Oui. Donc si c'est en vente chez lui, toi, t'as donné envie de faire d'autres BD de ce style, j'allais dire. Oui, et puis j'ai essayé de faire ça avec les nuls. Et ça a complètement foiré, du coup j'ai laissé tomber. Parce que Alain Chabat, il dit pas non, mais il dira jamais oui, on m'a dit. Dominique Farrugia, il dit oui à tout, il est super à fond, tout ça. Et Chantal Lobby, c'est 100 000. Quoi qu'on lui demande, c'est 100 000 sa réponse apparemment, donc c'est pas possible, c'est pas exactement l'économie de la bande dessinée. Donc ça ne se fera pas, puis je cherchais, j'ai pas trouvé, puis peut-être un jour, mais c'est super à faire, hein. Puis on se sent vraiment comme un journaliste important, tout ça. Le soir, j'étais dans mon hôtel à Paris, j'ai dit putain, qu'est-ce que je vais lui demander demain? Bon, enfin, je le croyais dans Les Hommes du Président, quoi. Et puis, en fait, non. Et donc, ce livre, c'est formidable, c'est le titre, et c'est donc publié chez Casterman.
Et puis, troisième BD dont on se doit de parler aujourd'hui. Alors là, on change complètement de style, d'univers. On est dans un polar années 60 à San Francisco. Ça s'appelle American Parano, avec 2 inspecteurs, en l'occurrence une inspectrice qui s'appelle Kim Taylor et un vieux de la vieille, Ulysses Ford, qui enquête sur le meurtre d'une jeune femme qui a été retrouvée attachée à un arbre avec un signe satanique gravé sur le bas-ventre. Là, on sent dans les autres aussi, mais on sent que tu te fais plaisir, quoi, qu'il y a cette tradition du polar, de tous ces films qu'on a toutes et tous en tête, et que tu t'es dit, ça, moi j'ai envie aussi de m'emparer de ce style-là. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué que ça, parce que moi j'ai jamais été un lecteur de polar. C'est pas du tout ma culture, hein. D'abord, on va commencer par là. J'ai lu 3 polars dans ma vie, je sais même pas si je les ai finis. J'ai lu un peu de John Fante, j'ai lu James Ellroy, mais c'est un peu parallèle, enfin c'est pas vraiment du polar à 100%. Mais par contre, j'ai vu effectivement beaucoup de films, de séries, machin. Et je pense que le point de départ, c'est plus David Fincher, par exemple, Zodiac, Mindhunter. Ça se sent un petit peu. Hein. Mais surtout, j'ai écrit ça pendant le premier confinement, et je me suis dit, mais est-ce que je serais capable d'écrire un polar, quoi? Ah bah, il y a plein d'autres trucs dans les références, hein, parce qu'évidemment, il y a la musique, il y a dans le cinéma, il y a Vertigo, Dirty Harry, tout ça, Bullitt, plein de trucs, effectivement. Donc oui, c'est une espèce de... Mais j'ai pas l'impression, en tout cas j'espère que c'est pas le cas, j'espère pas que les références sabotent c'est quand même une aventure, quoi. C'est une enquête, tout ça. C'est des clins d'œil pour ceux qui veulent, ceux qui savent, mais c'est juste des clins d'œil, quoi. Ça reste. Mais pour moi, ça m'a servi de base quand même, ça, voilà, parce que je suis jamais allé à San Francisco. donc d'ailleurs, j'ai étudié la carte pour savoir les déplacements. Quand même, j'ai bossé le truc. Tout ça pour dire quoi, que oui, voilà, je me suis dit, est-ce que je peux écrire un polar sérieux, sans blague, comme je fais souvent dans les bouquins, au premier degré, un vrai polar, dark, poisseux, comme il faut. Donc je l'ai écrit. Alors, faut savoir qu'au début, c'était un one-shot. Hein. Là, ça finit en diptyque. C'est une série, ouais, et là, ça commence par un diptyque qui s'appelle Black House. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment un polar? Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça va être pris au sérieux, quoi? Donc, je l'ai fait lire à Doug Edline, qui est le fils de Manchette, donc le polar, on peut dire qu'il connaît bien, qui bosse chez Dupuis, quoi. Et il m'a dit, oui, c'est très bien, c'est vraiment un polar, pas de problème. Je dis, bon, ok. Donc, je l'ai proposé d'abord à Bruno, qui était dispo en 2052 comme d'hab, donc on a laissé tomber. Et puis j'ai demandé à Lucas, parce qu'on venait de faire le labo, qui était peut-être même pas, il venait de sortir, et voilà, il a fait des essais, puis je me suis dit, mais ouais, j'ai perdu du temps, c'était évident que c'était lui. Voilà, il s'est lancé dedans, on a bossé la documentation ensemble. Ah oui, un des points de départ aussi du projet, c'est que j'avais lu une bio d'Anton LaVey, le pape du satanisme californien dans les années 60, et qu'au début, je voulais faire un biopic d'Anton LaVey, et puis je me suis dit que j'en avais marre des biopics, et que ce serait mieux de l'utiliser comme personnage de fiction, quoi, en tordant un peu la réalité, mais c'est aussi la base. Oui, parce que comme souvent dans les polars, il y a une base réelle, entre guillemets, effectivement, la présence... Aujourd'hui encore, d'ailleurs, je crois de l'église sataniste aux États-Unis, dimension un peu, pas appuyée, mais enfin sociétale quand même, avec cette jeune inspectrice dans un milieu très machiste. Ouais. Donc voilà, souvent aussi, c'est ça qui est intéressant dans les polars, c'est que ça décrit aussi une époque, c'est pas que le... C'est encore au-delà, quoi. Tous les bouquins historiques qui parlent de quoi que ce soit, et surtout les bouquins historiques, sont faits pour parler d'aujourd'hui, en fait, quoi. Les gens qui font vraiment des bouquins historiques pour parler d'hier, c'est triste, c'est nul, désolé, faut toujours parler d'aujourd'hui, quoi, c'est tout. Le titre, c'est un clin d'œil American Psycho ou c'est un hasard Oui, alors ça, c'était un projet qu'on avait avec Rudy Spiesser il y a une dizaine d'années, qui était autour d'une autre légende urbaine. Alors je la fais courte, le 11 septembre 2001, et Michael Jackson qui faisait ses concerts pour ses 30 ans de carrière au Madison Square Garden, quand c'est arrivé. Le lendemain, il devait inviter sur scène Marlon Brando et Elizabeth Taylor. Et quand c'est arrivé, il a été les chercher à l'hôtel. Ils sont partis avec leur berline dans le désert pour se réfugier parce qu'ils pensaient que c'était une attaque massive. Donc, je sais pas si c'est vrai, cette histoire de quand on a vu ça, c'était hilarant. Donc on a essayé de faire un truc pour fluide. Ça a failli se faire, il y a eu le changement d'équipe. Bref, ça a foiré. Mais American Parano, quand même, c'est un titre. Alors tout le monde pense que ça existe déjà, mais non. On a cherché partout, ça n'existe pas. Alors il y a American Psycho, il y a Las Vegas Parano, mais il n'y a pas American Parano. Et ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, on va suivre Kim Taylor dans ses enquêtes. Et en fait, à chaque fois, elle va enquêter sur un truc de l'Amérique crade, dark, des légendes dark de l'Amérique depuis les années 60, quoi.
Il y a aussi quelque chose qui se fait maintenant dans certains albums, mais alors, ce qui reboucle te concernant avec Mon Infractus, c'est un QR code au début du livre, avec une bande son qu'on peut écouter, qu'on doit écouter en lisant le disque. Là aussi, c'est toi que j'imagine qui l'a faite. Est-ce que tu l'as faite à partir des titres que tu as réellement écoutés toi-même pour le faire, ou comment tu l'as recomposé après Je l'ai relu et puis je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait d'abord... C'est un mélange de bande originale des films qui se passent à San Francisco, de musique qui parle de San Francisco, mais toujours de l'époque par contre, et puis des tubes californiens de l'été 67 exactement. Donc c'est quand même précis à chaque fois, ça peut vraiment être en fait ce qu'on entend à la radio pendant cette histoire. Cette histoire qui est donc American Parano, et là on est chez Dupuis, 3e éditeur. Si on prend un peu de recul maintenant, ça fait 25 ans que tu fais de la BD. Que quoi, pas du tout. J'ai commencé en 2002. 22 ans. Bon, faut pas me vieillir. Donc, allez, 22 ans. Alors, bon, là j'ai noté, mais il y en a plein d'autres. Le Teckel, Naguère les Étoiles, Animal Social Club, Jacques Prévert n'est pas un poète, Piscine Molitor, j'en passe. Tu avais reçu le prix René Goscinny assez tôt d'ailleurs, au début pour mon premier bouquin. Au début des à années l'époque, 2000. c'était pour un scénariste débutant. Donc forcément, mon premier bouquin. Comment t'es tombé dedans ? Oui, alors à la maison, on avait tous les classiques Tintin, Astérix, Lucky Luke. C'est une bonne base déjà, mais tous, quoi. Tous relus, défoncés, avec du scotch partout, mais tous. On allait beaucoup à la bibliothèque, donc c'est là que j'ai découvert Gaston, Philémon, machin, tout ça. Donc ça, bon, il y a la base. Et puis c'était au début des années 80. Il y avait une grosse mode de la bande dessinée en France, quoi. Il y avait des émissions à la télé et tout, c'est incroyable, quoi. C'était très à la mode d'être auteur de bande dessinée à l'époque, et je voyais des choses quand je voyais Gottlieb à la télé, ça me faisait rêver. Bref, j'ai écrit mon premier scénario à 7 ans sur une machine à écrire, je l'ai encore, c'est Goldorak ou les savants de Washington. Donc je faisais de la bande dessinée toute la journée, tout le temps. Donc pour tout le monde, c'était évident que j'en ferais mon métier. C'est marrant parce que donc à l'époque, c'était déjà un métier et c'était plutôt cool. Tout le monde savait qu'il y avait du succès, enfin ça se vendait bien, que c'était un vrai métier quoi déjà. Alors que je pense que 10 ans avant ça aurait été plus compliqué. Mais déjà dans les années 80 c'était accepté. Sauf que ça s'est pas passé comme ça parce que c'est pas parce qu'on dessine un enfant qu'après. Donc après j'ai plutôt perdu confiance en moi. Moi je vivais en banlieue de Tours, enfin ça me semblait complètement inaccessible quoi. J'ai fait des études d'art, donc ça m'a servi de toute façon, ça c'est sûr. Après, j'ai fait des études de graphisme. Je savais même pas qu'il y avait des écoles de bande dessinée. Avec un prof d'art qui te dit que la BD, c'est quand même un truc de demeuré. Oui. Faut lui rendre hommage à celui-là. Oui, celui-là, il détestait ça. École Brassard, faut quand même le dire. Voilà, et puis j'ai bossé dans le web, au début du web, à la fin des années 90. Et puis, je me suis dit quand même que... c'est compte pas essayer, au moins, quoi. Donc j'ai demandé un temps partiel et puis le mercredi je bossais comme un fou pour faire un projet de bande dessinée. Le premier a été refusé. Là je vivais à Paris donc c'était plus simple pour avoir les contacts tout ça. Le premier a été refusé puis le deuxième a été pris par les Humanoïdes Associés et puis après j'ai plus jamais arrêté. C'est le petit livre Rogue en 2007 qui te fait vraiment décoller ? Ouais. Chez Dargaud à l'époque ? Ouais. Avant il y a eu quelques trucs, Comics Remix tout ça mais ça se vendait pas trop. Ingmar dans Spirou. Non c'est le petit livre Rogue. C'est toujours mon best-seller aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est toujours celui qui me fait gagner des sous. C'est-à-dire qu'il continue de se vendre Ouais, évidemment beaucoup moins qu'avant, mais j'en vends genre 300 par an, c'est complètement fou. Et puis 10 éditions étrangères, c'est dingue. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, alors tu vas peut-être me reprendre sur le chiffre, mais tu as au moins une cinquantaine de BD qui sont... Je crois qu'on en est à 60 là. Ah, soixantaine de BD alors, en même temps, à coup de 3 en oui, même c'est ça, temps. si tu en sors 3 tous les 6 mois, forcément ça va vite. Non, là, je n'avais rien sorti depuis 18 mois, donc... mais je crois que j'en suis à 60 là. Tu te lasses jamais ? Non, alors non. Dans lire, oui. J'arrive plus. Et puis, je rentre dans une librairie, ça me déprime. Il y a tellement de trucs partout. Je peux en lire en vacances, vraiment, mais sinon je travaille. En fait, faut voir que maintenant, quand je regarde une série, quand je regarde un film, quand je lis un bouquin, quand je lis une bande dessinée, je travaille, en fait, quoi. Donc, je me détends pas du tout. C'est souvent des jeunes auteurs très talentueux, ça me fait chier, je suis jaloux, bon, alors ça me met dans un état pas possible. Donc, j'en lis en vacances, vraiment, quand bon. J'en amène un stock en vacances, mais sinon j'en lis pas trop. Par contre, en faire, mais j'adore ça, quoi. Et j'ai plein de trucs à dire, j'ai plein de trucs à prouver encore. Si j'avais eu un gros succès, je pense que ça aurait pu se calmer, mais comme c'est jamais vraiment venu, j'ai toujours l'appétit d'un débutant, quoi. Et on le disait, on le voit très bien d'ailleurs avec ces 3 albums qui sortent de styles très différents, mais... Et j'ai l'impression de progresser.
ce qui est important, Ouais. et t'alternes entre BD fiction, BD du réel, Ouais. etc. Tu prends là aussi autant de plaisir dans tous ces styles-là? Oui, parce que je peux me lasser assez vite. Donc, quand t'as passé un an, se lasser vite, tout est relatif, mais quand t'as passé un an, je finis un bouquin là, pour Casterman sur McCartney en fait. Voilà, donc très documenté, machin, tout ça que je dessine moi-même, plein de couleurs, plein de trucs que je fais tout seul. Là, j'ai super envie de faire un bouquin en collaboration, quoi. Et puis c'est pareil, quand on va en dédicace, qu'on doit tout assumer tout seul, c'est cool parce qu'on est fier, tout ça, mais en même temps, on est tout seul, quoi. Donc après, c'est super de rebosser. Et puis quand on rebosse en collaboration, on se rend compte qu'on doit faire on doit négocier beaucoup de choses. Oh, vivement, je refasse un bouquin tout seul. Bon, bref, donc, bref, j'alterne et ça se passe très bien comme ça. Et donc, on lit en ce moment American Parano, Mon Infractus et Formidable, les 3 BD qui sont sortis ces jours-ci, signés Hervé ou co-signé Hervé Bourris. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust. Ah oui. Version BD, es-tu prêt? Ouais. La première BD que tu as lue? Je sais, c'est probablement un Astérix, mais celle dont je me souviens qui m'a marqué parce que c'était pas à la maison et que c'est pas court comme réponse, merde. C'est Philémon, le premier Philémon, le truc du A, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Philémon de Fred. La meilleure BD de tous les temps? Non, c'est pas possible. C'est comme en musique, c'est impossible, quoi. Non, mais tout à l'heure, on parlait de Carnet de santé foireuse de Posela. Je pense que c'est une de mes préférées, une des plus grandes BD de tous les temps. Ouais. La plus belle couverture de bande dessinée? Peut-être un Tintin ou Péplum de Blotch. J'en sais rien, je dis ça au hasard, en fait. La plus belle case de bande dessinée? Bah, celle-là, elle est connue. Bon, c'est un cas d'école, c'est une case de Tintin, Crabe aux pinces d'or, je crois, où il y a dans le désert, où on voit des soldats, c'est décomposé. Enfin bon, bref, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est une super case. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais t'as honte de l'avouer? Non, j'ai plus honte de rien. Ah, c'est ça de vieillir, c'est super cool. On en a plus rien à foutre. Donc je peux aimer des trucs nuls et puis je l'assume. Ton personnage de BD préféré? Ah, c'est pas, je partirai pas en vacances avec lui parce qu'il est horrible, mais il était tellement bien peint et tragique. Et alors c'est encore Blotch, c'est Blotch de Blotch, qui était vraiment une ordure, mais on y croyait, on avait l'impression qu'on allait le croiser dans la rue et tout. Le personnage était hyper bien défini. Ton personnage de BD détesté? Les 4 As, c'était pas ouf. Ton super-héros préféré? Je vois Batman comme tout le monde, je pense. J'en sais rien. Je lis plus de super-héros, c'est fini ça. Et ton super-héros détesté? Superman, qui est vraiment nul. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Il a tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu veux? Tu dessines dans lequel, moi, en musique? Je dessine en musique ou en podcast, et j'écris dans le silence. Couleur ou noir et blanc? Très couleur en ce moment. J'aimerais bien refaire du noir et blanc, mais je sais même pas si un éditeur serait intéressé par le noir et blanc. C'est un truc qui disparaît complètement, ça. Faudrait s'autoproduire ou... Je sais pas, peut-être que Franck Marguin chez Glénat il serait ok pour un truc en noir et blanc, parce qu'il a l'air d'être bien aimé les trucs un peu yéyé, mais je suis très très couleur en ce moment et je suis nul en couleur. Donc c'est un travail terrible, mais je suis content du résultat et je suis content de me forcer de sortir de mon truc de bichromie. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Il y a une jeune autrice que je suis depuis longtemps, depuis quelques temps, qui fait du webtoon, s'appelle Natacha Rato, dont j'aime bien le travail, et je pense que... Enfin, elle est très connue déjà dans le webtoon, hein, et ça serait peut-être bien qu'elle se mette à faire la bande dessinée plus classique. Il y en a plein. Ça, vraiment, c'est pas un problème, hein, les talents qui arrivent, mais c'est toutes les semaines, c'est incroyable. Donc je les suis sur Instagram, je suis hyper jaloux et admiratif. Merci beaucoup, Hervé Merci. Bourris, d'avoir joué le jeu. Et donc, je rappelle le titre des 3 albums. Mon Infractus, ça s'est publié chez Glénat. American Parano, c'est chez Dupuis. Et Formidable, que l'on retrouve chez Casterman. Merci à toi. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.